Mieux protéger la mer et les océans, c'est l'objectif de la Fondation de la mer, créée il y a maintenant 10 ans par des personnalités engagées du monde maritime et de la société civile. 22 des 27 États de l'Union européenne possèdent une façade maritime et l'ensemble des zones économiques exclusives de tous les États membres représente 25 millions de kilomètres carrés. Mais ce bien commun qu'est la mer est aujourd'hui menacé par le changement climatique, la pollution ou encore la surpêche. On en parle sur Euradio avec le directeur général de la Fondation de la mer. Bonjour Alexandre Yachine. Bonjour. Le 17 janvier, il y a quelques jours, donc, le traité international sur la haute mer, adopté en juin 2023 par les États membres de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, est entré en vigueur. Donc. Pourquoi c'est un moment important pour la protection des mers et des océans que vous défendez à la Fondation de la mer ? C'est un moment absolument essentiel. La Terre est recouverte à 71% d'eau par la mer. Et la mer, elle est essentielle pour la régulation de la planète, du climat. Elle produit beaucoup d'avantages, de bénéfices aux populations humaines. Et il y a la moitié de la surface de cette planète, sur laquelle nous vivons à peu près, qui est la haute mer. Et la haute mer, surtout dans un contexte où le multilatéralisme est particulièrement menacé, on voit un petit peu l'actualité, la haute mer, philosophiquement, c'est génial. C'est pas un espace qui a personne, c'est un espace qui a tout le monde. Et cet espace qui est à tout le monde, puisqu'il y a une copropriété, il faut pouvoir le gérer. Et le gérer durablement, et puis aussi le protéger. Et donc on a une copropriété, derrière il faut qu'il y ait un règlement de cette copropriété, et puis il faut qu'il y ait un syndic qui puisse gérer tout ça. Et c'est ça ce traité BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdiction, c'est-à-dire tout ce qui est au-delà des juridictions nationales. Ce traité qui va permettre de protéger et gérer durablement ce bien commun de l'océan qui est la haute mer, en créant des aires marines protégées en haute mer, avec une logique aussi de partage des ressources entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et puis, et c'est très important, en imposant systématiquement des études d'impact avant toute activité, quelle qu'elle soit, en haute mer. Et ça, c'est plus de 2 décennies de négociations. Et la France a été, il faut le saluer, moteur pour accélérer la ratification de ce traité par plus de 60 pays aujourd'hui, ce qui était indispensable pour qu'il puisse entrer en vigueur. Et donc voilà, 17 janvier, ce traité entre en vigueur, mais c'est l'étape 0. Maintenant que ce traité entre en vigueur, il va falloir qu'on puisse s'accorder sur justement toutes ces règles de copropriété. On a le cadre, maintenant il faut s'accorder sur toutes ces règles et cet accord, il va venir des discussions qui viendront dans le cadre d'une COP 1 de l'océan qui verra le jour probablement fin 2026 ou tout début 2027. Mais quelles peuvent être les conséquences très concrètes de ce traité pour nous les Européens ? Les conséquences, d'abord, vous le soulignez, on a un espace maritime qui est exceptionnel. 25 millions de kilomètres carrés. Cet espace maritime exceptionnel, il est en grande partie possible grâce à l'espace maritime exceptionnel de la France. Mais l'Europe a le premier espace maritime au monde. Donc c'est une chance. Évidemment, dans le monde dans lequel nous vivons, on s'en rend compte. C'est aussi un atout stratégique, ne l'oublions pas. Mais c'est aussi une grande responsabilité. Et donc l'Europe, elle a, d'une certaine manière, la charge de cet espace maritime, et donc une voix qui doit être particulièrement forte, surtout dans ce contexte particulièrement difficile du multilatéralisme. Et quel est le lieu de prédilection, plus que l'océan du multilatéralisme, évidemment, il faut que la voix de l'Europe porte pour que, justement, ce cadre qui est l'étape 0 puisse très concrètement donner lieu à des actions très concrètes de cette protection, donc c'est-à-dire la définition d'aires marines, la définition des règles pour les surveiller, pour les gérer durablement, et puis ce financement qui doit aussi intervenir, qui va nous permettre de pouvoir protéger et gérer. Et dans ce traité, on retrouve la protection des espèces d'animaux menacés. Aujourd'hui, en Europe, quelles sont les principales espèces marines qui sont menacées ? Alors, il y en a malheureusement un certain nombre, et c'est aussi l'une des missions de la Fondation de la mer de les protéger. On peut en citer quelques-unes qui sont particulièrement emblématiques. Il y a le phoque moine de Méditerranée. Aujourd'hui, c'est l'un des mammifères marins les plus menacés au monde. La Fondation de la mer, on a lancé une mission
en mer Ionienne pour pouvoir étudier l'une des dernières populations. Il y en avait 500 000. Donc la mer Ionienne au large de la Grèce. Au large de la Grèce. Gros. Ouais, au large de la Grèce. Il y en avait 500 000, aujourd'hui il y en a à peu près 500. Et ils subsistent particulièrement bien dans cette région. Donc nous, en fait, on est allé là-bas pour essayer de comprendre pourquoi là-bas, en particulier, il y a cette communauté qui non seulement subsiste, mais se développe. Quelles sont les conditions dans lesquelles elle peut se développer pour qu'on puisse mieux les protéger, et tout en les connaissant et comprenant les conditions dans lesquelles ils se développent, préparer leur retour sur nos côtes à nous partout, et notamment en France. On peut citer les grands cétacés aussi, qui sont menacés, les baleines, les dauphins, encore une fois en Méditerranée, les requins et les raies, qui sont particulièrement menacés, les tortues. Ça c'est un véritable enjeu, hein. Les tortues, il y a aussi des missions particulières de la Fondation de la Mer pour pouvoir les protéger. Ça c'est simple, hein. C'est les tortues, c'est tout ce qui est prise accidentelle, pêche, accessoires, et puis destruction ou pression sur leur lieu de ponte. Donc nous très concrètement, on va aller non seulement les protéger, mais aussi protéger les nids de ces tortues sur nos côtes quand il y en a. Et puis il y a quand même 7 à 8% des poissons européens qui sont en danger d'extinction aujourd'hui. Évidemment, la lutte contre la surpêche, la lutte contre la pêche illégale sont autant de sujets qui permettent sur ces poissons de pouvoir agir. On va revenir effectivement sur la pêche illégale et sur la surpêche, puisque vous y avez consacré beaucoup d'énergie, beaucoup de temps en 2024, en 2025. Mais d'abord, sur la protection de ces espèces, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la législation européenne pour mieux les protéger, avant même ce qui pourra advenir de ce traité sur la haute mer dont on a parlé jusqu'à présent? Il y a un sujet sur la pêche, mais on va y revenir. Après, il faut des moyens. Et on y reviendra, je pense. C'est que l'océan aujourd'hui, les enjeux liés à la protection de l'océan, malheureusement, c'est le parent pauvre de tous les financements environnementaux ou financements climatiques. Et donc, on a besoin de davantage de moyens pour pouvoir étudier davantage, comprendre et protéger encore davantage. Et ça, c'est aussi l'un des combats de la Fondation de la Mer. Et d'ailleurs, la Fondation de la Mer peut-être rappeler ce qu'elle fait très concrètement. Vous avez parlé de ces missions pour protéger certaines espèces. Vous travaillez avec des scientifiques pour observer ces espèces-là ? Oui, la Fondation de la Mer, on a 3 grands axes sur lesquels nous travaillons. La protection des espèces et des écosystèmes, qui sont indispensables à l'équilibre de la planète. La lutte contre les pollutions, pour limiter les pressions sur l'océan, et puis la gestion intelligente et durable de l'océan. Parce qu'en fait, nous, on ne plaide pas pour mettre l'océan sous cloche. Ce qu'on veut, c'est un juste équilibre pour que l'homme puisse continuer à protéger l'océan, pour que l'océan puisse continuer à rendre tous les services qu'il rend à l'humanité, et que nous soyons dans un cercle vertueux plutôt que dans un cercle vicieux. C'est possible, parce qu'on se rend compte que quand on protège, quand on prend des dispositions, des moyens, des mesures, la vie revient, et elle revient parfois plus rapidement que les scientifiques ne l'avaient anticipé. Mais on le fait à l'échelle nationale, en France métropolitaine, dans les territoires ultramarins, plus largement dans la francophonie, plus largement on a des projets aussi dans des espaces clés pour l'océan aux 4 coins du monde. Et puis en Europe, on a créé une alliance, Alliance for European Seas, qui réunit d'autres fondations dédiées à la protection de l'océan. Donc l'Alliance pour les mers européennes. L'Alliance pour les mers européennes. Et avec cette alliance, on a plusieurs projets emblématiques qui visent vraiment à avoir un impact systémique. Celui qui est aujourd'hui le plus fort en termes d'impact, c'est un programme en France, en Grèce, en Italie, même en Turquie, à Malte, en Finlande, qui vise à protéger et repiquer, replanter les herbiers le long de nos côtes. Et on souhaite protéger ces herbiers et, le cas échéant, les replanter pour former un corridor vert d'herbiers tout au long des côtes de l'Union européenne. Et ça, c'est indispensable parce que c'est un écosystème où la vie est foisonnante. C'est un écosystème qui capte le carbone, et puis c'est un écosystème qui protège de l'érosion du littoral. Et donc, c'est un programme qui est absolument majeur et emblématique de cette alliance. Ce n'est pas le seul. Nous avons aussi des actions visant, encore une fois, à lutter contre les pollutions et aussi à sensibiliser tous les Européens aux enjeux essentiels de la protection de l'océan et à notre patrimoine
maritime, parce qu'on est un continent qui, à travers cet espace maritime unique, est incroyablement maritime, puis nous sommes quand même des peuples de terriens. On parle de la protection des mers et des océans aujourd'hui sur Euradio. Notre invité est Alexandre Yachine, directeur général de la Fondation de la mer. On revient 2 ans en arrière. En 2024, vous publiez un rapport pour lutter contre la pêche illégale. Ça représenterait 26 millions quand même de tonnes de poissons par an et vous proposiez à l'époque une stratégie que vous aviez baptisée Al Capone pour traquer les pêcheurs illégaux. Qu'est-ce que vous avez réussi ou pas réussi justement à obtenir en un peu plus d'1 an et demi sur cette lutte contre la pêche illégale? La pêche illégale, vous le disiez, c'est un fléau. C'est un fléau qui est évidemment environnemental. Et si on va piller les ressources, toutes les mesures de gestion durable qui peuvent être mises en place, elles deviennent absolument caduques. Et donc on se retrouve avec une pression sur la ressource qui fait que les stocks ne peuvent plus se reconstituer. Donc on met en péril pas seulement les écosystèmes, on met en péril la population mondiale qui dépend de l'océan et des poissons pour son alimentation. Donc c'est quelque chose qui est absolument essentiel. C'est une mafia, on parle de crime organisé, on parle aussi d'esclavagisme moderne. Et ça, c'est un fléau. Aujourd'hui, il y a 128 000 pêcheurs dans le monde. Je répète le chiffre. 128 000 qui seraient victimes de travail forcé à bord de bateaux. Donc c'est un fléau qui est aussi un fléau humain. Et nous, aujourd'hui, où est-ce qu'elle est la plus importante, cette pêche illégale? Sur quel continent? Sur quelle mer? En fait, c'est assez simple. Il y a 7 pays qui, à eux seuls, représentent 50% des captures totales. Voilà. Donc c'est là où la pêche illégale est la plus forte. Chine, Indonésie, Pérou, Russie, Émirats Arabes Unis, Inde et Vietnam. Voilà. Ces 7 pays, à eux seuls, ils représentent 50% des captures à l'échelle de la planète. Bon. Et donc, comment on arrive à mieux lutter contre cette pêche illégale? Alors, nous, on avait proposé donc cette stratégie Al Capone. Pourquoi la stratégie Al Capone? Parce que Al Capone, il n'est pas du tout tombé pour ces différents méfaits de crimes organisés. Il est tombé pour fraude fiscale. Donc, on a trouvé un moyen détourné pour réussir à le faire tomber. Et c'est exactement la stratégie qu'on avait proposée avec la Fondation de la mer. Il y a des avancées, certaines qui ont eu lieu depuis la publication de ce rapport, qui a été ce sujet de la pêche illégale, INN, donc illégale, non déclarée, non réglementée. C'est un sujet qui avait été particulièrement traité lors de la conférence des Nations Unies qui s'est tenue à Nice en juin 2025. Et notamment parce que la Fondation de la mer avait formulé ses recommandations, dont beaucoup avaient été reprises. Mais alors, quelles sont concrètement les avancées? D'abord, dans le système de contrôle, il y a des avancées qui ont été réelles, avec notamment l'adhésion de la Chine à l'accord de la FAO sur la surveillance des ports. Ça, c'est absolument clé. Et on sait combien la Chine pêche. Il y a plus de 14% des captures mondiales qui sont juste liées à la flotte chinoise. Dans la protection des droits humains, il y a aussi eu des avancées qui ont été importantes. La Côte d'Ivoire, la Belgique ont signé la convention dite 188 de l'OIT sur le droit du travail. Ce sont des sujets un peu techniques, mais ce sont des sujets qui font que ces sujets, très concrètement, ils avancent. Et puis, dans la protection de la biodiversité, cet accord BBNJ dont on parlait, donc le traité international sur la haute mer, entré en vigueur il y a quelques jours. Sur la haute mer, voilà. Il doit aussi permettre de lutter contre cette pêche illégale. Et puis, il y a un vrai sujet sur lequel nous voulons travailler, c'est la surveillance. Et la surveillance, aujourd'hui, elle doit se faire par des moyens satellitaires. On a aujourd'hui des technologies qui nous permettent d'avoir une précision incroyable, non seulement en qualité d'image, mais aussi en termes de suivi des bateaux de pêche. Vous savez que les bateaux, ils ont en principe un dispositif qui s'appelle l'AIS, qui permet de les suivre. Ils peuvent le couper, cet AIS. À partir du moment où ils le coupent, ils peuvent devenir invisibles. Sauf que grâce à l'image satellite, on a la possibilité de les suivre, et grâce à l'intelligence artificielle, on a la possibilité de coupler imagerie satellite et information liées à toutes les bases de données dont on peut se servir pour alimenter les modèles d'intelligence artificielle. Ça donne
des solutions absolument prodigieuses, et la France est en pointe sur ces sujets, et c'est l'un des sujets sur lesquels la Fondation de la Mer est particulièrement mobilisée dans le cadre de la gestion durable. C'est cette possibilité, je vous cite un exemple, d'avoir un suivi d'images satellites des bateaux et, grâce à l'intelligence artificielle, des détections d'anomalies. Un exemple très précis. Un bateau qui serait en mer pendant plus de 15 jours. Et tout à coup, il y a, parce qu'on sait quel est ce bateau, il coupe son AIS, on détecte qu'il a coupé son AIS, et on sait que ce bateau, il ne dispose pas de chambre froide. Pas de chambre froide, plus de 15 jours sans retour au port, là il y a une anomalie. Donc tout à coup, il peut y avoir un petit voyant qui clignote, ce qui fait qu'on a la possibilité par ailleurs, par la suite, de pouvoir mener une enquête solide, et l'image satellite étant aujourd'hui probatoire, on a la possibilité d'agir très concrètement. C'est un tout petit peu technique, mais c'est un moyen révolutionnaire pour pouvoir agir à l'échelle de zones qui sont incroyablement vastes. Si on pense juste à la France, voyez, et au nombre de bateaux qu'il y a en mer de la Marine nationale pour surveiller notre espace maritime, c'est comme si sur le territoire de la métropole, il y avait simplement 2 voitures de police pour surveiller tout le territoire de la métropole. C'est effectivement peu. Ça, c'est sur le sujet de la pêche illégale. Il y a aussi le sujet de la surpêche auquel vous vous êtes attaqué avec cette campagne l'an dernier de la Fondation de la Mer. 35,5% des stocks mondiaux font l'objet de surpêche. Et dans votre campagne, vous disiez qu'il faut changer nos habitudes de consommation. Alors là, qu'est-ce que concrètement le consommateur que nous sommes toutes et tous peut faire concrètement pour lutter contre la surpêche ? Alors, pour lutter contre la surpêche, d'abord, on peut un tout petit peu réduire notre consommation de poissons. On est des grands consommateurs de poissons, des très grands consommateurs de poissons. Notamment pendant les fêtes, évidemment. Alors déjà, notamment pendant les fêtes, mais pas que. C'est-à-dire vraiment, on consomme beaucoup de poissons. Il faut dire les choses. Voilà. En Europe, on consomme à peu près 22 kilos par an et par habitant. On est au-dessus de la moyenne mondiale, qui se situe à peu près à 20 kilos. En France, on est des très gros consommateurs de poissons, 32 kilos de poissons par an et par habitant. Donc déjà, où on en est de notre dépendance aux poissons ? Première question qu'on peut se poser. Ensuite, autre question qu'on peut se poser, qu'est-ce que je consomme comme poisson ? Est-ce que c'est uniquement le saumon et le thon issus des sushis ? Ou est-ce que je diversifie ma consommation ? Et si je diversifie ma consommation, est-ce que je fais un tout petit peu attention, non seulement à quel poisson je consomme, mais à la saisonnalité, parce que oui, il y a une saisonnalité du poisson comme il y a une saisonnalité des légumes, à l'origine du poisson que je consomme, et puis aux engins de pêche utilisés pour pêcher ces poissons. Et alors nous, à la Fondation de la Mer, on recommande un outil, une application qui est simplissime et qui nous permet de devenir un acteur d'une consommation plus responsable. Ça s'appelle Mr. Good Fish. C'est une application et c'est un site internet que tout le monde peut télécharger. C'est d'abord très intéressant. Ensuite, c'est particulièrement ludique. Et puis, c'est très simple pour nous, par la suite, de pouvoir consommer différemment. Et factuellement, non seulement on va devenir un consommateur, mais on va découvrir des poissons qu'on n'avait peut-être jamais consommé. Et sur la réglementation, qu'est-ce qu'il faut changer pour éviter cette surpêche ? Est-ce que ça passe par exemple par une modernisation plus avancée des flottes de pêche au niveau européen ? Alors évidemment, ça passe, je vais y venir dans un instant. Il y a aussi un sujet de souveraineté alimentaire, c'est-à-dire on doit diminuer notre consommation de poissons, on doit aussi un tout petit peu réorganiser la manière dont on va pêcher notre poisson. Pensez qu'aujourd'hui, on a le premier espace maritime de la planète, l'Union européenne, et on importe 70% du poisson qu'on consomme. Cherchez l'erreur. Et parfois, justement, parce que on est pillé dans nos zones économiques exclusives, on importe du poisson qui, en fait, a été pêché illégalement dans nos propres espaces maritimes et qui, par la suite, nous est revendu. Bon. Donc, il y a un vrai sujet de contrôle et de souveraineté alimentaire. Après, oui, il y a un sujet de modernisation de la flotte de pêche. Toute la question de la modernisation de la flotte de pêche, c'est le dilemme, hein, c'est comment on peut renouveler une flotte qui aujourd'hui est vieillissante, comment on peut réduire son empreinte carbone, comment on peut améliorer les conditions sociales sans pour autant augmenter, même indirectement, la pression sur les stocks.
Et c'est tout le dilemme en fait qui est en train d'être discuté au sein de l'Union européenne. On a besoin de renouveler notre flotte, mais il ne faut pas que renouvellement de la flotte rime avec pression accrue. Et il y a notamment un député européen néerlandais qui proposait en fin d'année dernière de créer un fonds d'urgence pour accélérer la modernisation de ces flottes de pêche. Donc effectivement, il y a des actions qui sont entreprises au niveau de l'Union européenne, mais on ne va sans doute pas assez loin. En tout cas, j'imagine que c'est ce que la Fondation de la mer va continuer de défendre ces prochains mois sur la modernisation de ces flottes de pêche. Merci beaucoup, Alexandre Yachine, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Euradio. Je rappelle qu'on peut suivre évidemment les activités de la Fondation de la mer sur vos réseaux sociaux et sur votre site internet. En tout cas, merci d'être venu nous parler de protection des mers et des océans aujourd'hui sur Euradio.